L'éducation, on l'a dit, au cœur de la visite en ce moment du président Macron au Sénégal. L'occasion pour TV5 Monde de recevoir la directrice générale de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Audrey Azoulay, interrogée au Sénégal par Marian Naguzewski pour le grand angle du 64 minutes. Bonjour et bienvenue à vous sur TV5 Monde pour ce grand angle exceptionnel. Nous sommes au Sénégal en compagnie d'Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO. Merci à vous d'être avec nous. Je crois que c'est votre premier entretien télévisé. Vous êtes donc à la tête de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture depuis novembre dernier. Et on va bien sûr revenir sur les défis qui vous attendent, sur vos ambitions. L'UNESCO traverse actuellement une période de turbulence politique et financière. Mais d'abord, Audrey Azoulay, on va expliquer pour quelles raisons nous sommes ici à Pikine, dans cette école en banlieue de Dakar. L'UNESCO, je crois, y soutient un programme d'alphabétisation. Et replacer l'éducation comme fer de lance de l'UNESCO, c'est une de vos priorités, je crois. Absolument. Et j'ai voulu venir à Pikine et au Sénégal pour mon premier déplacement de terrain comme directrice générale de l'UNESCO, parce que se concentre ici, et notamment dans Pikine, qui est une banlieue, une très grosse banlieue de Dakar, la deuxième ville, je crois, du pays, avec des gens qui sont venus de tout le pays, de cultures différentes, qui se sont retrouvés ici, avec une urbanisation galopante, un défi démographique. Et pour moi, au cœur de ces défis de la ville de demain, il y a l'éducation. Et donc je suis venue à la rencontre des projets que nous soutenons à l'UNESCO, des projets auprès d'associations, des projets ici dans cette école à Pikine, où ce ne sont pas des enfants qui vont à l'école, mais des femmes principalement, plus âgées. Certaines sont grand-mères et elles me parlaient de leur nouvelle relation avec les petits-enfants une fois qu'elles sont passées dans ce programme. Des femmes qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école, qui étaient donc analphabètes et qui là viennent apprendre à lire, à compter, à avoir un petit métier. Et elles le font dans la langue nationale. Et elles le font avec non pas un enseignant classique, je dirais, mais quelqu'un qui vient aussi de ce secteur informel et que nous avons formé pour les former à son tour. Et c'est un programme que nous avons avec le gouvernement sénégalais qui marche très bien. Alors Audrey Azoulay, vous participez à Dakar à la conférence de financement mondial pour l'éducation en présence des présidents Macky Sall et Emmanuel Macron. Quel message voulez-vous y porter ? Un message très clair, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas au rendez-vous de l'éducation. Quand on regarde les défis qui sont les nôtres, le choc démographique, la révolution numérique, l'urbanisation, je le disais, les défis qui sont aussi ceux des valeurs avec la montée des obscurantismes, eh bien, il faut travailler sur l'éducation. Et nous avons un objectif qui est précis, qui a été fixé par l'agenda 2030, pour lequel nous sommes encore très loin de pouvoir l'atteindre. Nous avons chiffré à l'UNESCO qu'il manque 40 milliards de dollars par an pour arriver à cet objectif. Et paradoxalement, alors qu'on sait que c'est le défi du siècle, l'éducation, l'aide publique à l'éducation a reculé ces dernières années. Alors là, on est au Sénégal, dans un pays qui investit dans l'éducation, qui investit beaucoup, avec lequel l'UNESCO travaille très bien. Et c'était l'occasion de faire ici cette conférence avec le Partenariat mondial pour l'éducation pour refinancer les politiques d'éducation aux côtés des États membres, aux côtés des systèmes et des communautés éducatives. Et donc c'est un plaidoyer pour l'investissement dans l'éducation, notamment l'éducation des femmes. Le continent africain sera-t-il une de vos priorités et si oui, de quelle manière ? Alors ça l'est déjà, je dirais, à l'UNESCO et c'est une priorité que j'entends évidemment poursuivre et renforcer. Parce que d'abord c'est le continent de la jeunesse, et ce n'est pas la jeunesse de l'Afrique, c'est la jeunesse du monde. Donc le monde de demain se construit à travers l'Afrique. On le sait, c'est le continent des défis, c'est parfois le continent des solutions, sans faire d'angélisme, mais il y a aussi des choses qui s'inventent en Afrique. Et donc ça veut dire une présence sur le terrain de l'UNESCO qui est forte, avec des bureaux comme le bureau de Dakar, qui est un bureau régional, qui s'occupe de plusieurs pays sur l'éducation, la culture, les sciences, les libertés, notamment la liberté d'expression. Et ça veut dire travailler sur toutes ces dimensions ensemble. Parce qu'à travers l'éducation et la culture, on peut faire beaucoup sur le développement économique aussi. L'éducation, c'est ce qui permet aussi d'avoir un développement durable qui puisse être porté par les nouvelles générations. Donc toutes ces politiques, nous les portons de façon renforcée en Afrique.
Alors, je le disais tout à l'heure, l'UNESCO traverse une période de turbulence politique et financière, pour ne pas dire crise. Parmi les constats qui reviennent régulièrement, il y a le manque d'audibilité et de lisibilité aussi de ces missions, en dehors du classement des sites remarquables au patrimoine mondial. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que l'UNESCO s'est perdue? Irina Bokova, celle qui vous précédait, parlait d'un champ si large de ces missions. Moi, je trouve que ce mandat, il est très pertinent. Je trouve qu'aujourd'hui, il est d'une pertinence éclatante quand on parle des défis qui sont les défis du monde. En revanche, ce qui est moins facile à expliquer, c'est qu'on a souvent une position d'expert à l'UNESCO où on accompagne des pays, on accompagne des gouvernements, des associations. C'est quelque chose qui est moins visible que de construire une école ou que de donner des cahiers. Donc ce rôle-là, il est moins facile à expliquer, mais c'est notre rôle que de le faire. Et surtout, il est toujours apprécié par les États membres qui nous demandent plutôt plus d'intervention. Mais comme vous le savez, l'UNESCO a été fragilisée aussi dans ses moyens financiers. Donc elle a eu moins de moyens, et donc moins de moyens aussi pour faire connaître son action. Et cette fragilisation, qui a eu lieu depuis maintenant 6 ans, cette fragilisation financière, pour moi, c'est une erreur historique. Alors vous venez d'en parler de cette fragilisation. Fragilisation, elle vient notamment, essentiellement du fait que les États-Unis, depuis 2011, ont retiré leur financement à l'UNESCO parce que l'UNESCO a reconnu la Palestine comme État membre en 2011. Et les États-Unis, c'est 1/5, je crois, du budget de l'UNESCO. J'ai lu qu'un sous-directeur général de l'UNESCO, Eric Falk, il y a quelques mois, a parlé justement de l'UNESCO comme étant au bord du précipice financier. Est-ce que c'est le cas ? Ce qui est sûr, c'est que l'UNESCO est dans une situation financière fragile. Fragile depuis cette époque-là, de 2011, donc c'est pas tout récent, c'est pas les derniers soubresauts qui ont créé cette fragilité financière, et que ça implique de faire des choix qui sont parfois drastiques, mais qu'il faut faire. Après, l'UNESCO a été aussi soutenue par d'autres États membres qui ont renforcé par des contributions volontaires son budget. Elle est aussi soutenue par les sociétés civiles. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas financières, mais notre réseau avec les universités, notre réseau culturel, tout cela travaille en synergie avec l'UNESCO, qui n'est pas de toute façon une agence de développement qui a vocation à déverser des millions de dollars. C'est encore une fois une aide, un expert, un conseil, un laboratoire d'idées. Et un laboratoire d'idées, le débat, la fonction de débat intellectuel, de partage des innovations, tout cela, ça peut se faire sans des millions de dollars. Donc je pense que la question financière est réelle, mais pour moi, elle n'est pas première. Alors au moment de votre élection, vous en avez parlé à l'instant des derniers soubresauts, justement. Les États-Unis et Israël ont annoncé leur départ de l'UNESCO, estimant que l'organisation était trop critique contre Israël. Êtes-vous en discussion actuellement avec les États-Unis et Israël pour les faire changer d'avis ? Le fil n'a jamais été rompu. Et d'ailleurs, ce sont cette année des États membres à part entière. Et nous avons des discussions. Moi, je leur ai dit, je regrette profondément ce départ. Je pense que pour des raisons différentes, les deux ont toute leur place à l'intérieur de cette institution. Il y a des difficultés, il ne faut pas se voiler la face. Il y a eu des débats très durs entre États membres dans certaines commissions. Ces désaccords existent. Est-ce que pour autant, il faut quitter les organisations où se passe la conversation mondiale ? Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'il n'y a pas de solution viable sans une coopération, sans le multilatéralisme. Et je me suis engagée dans l'UNESCO connaissant ces difficultés, justement pour essayer de travailler à renforcer ce multilatéralisme en action pour la culture, pour l'éducation, pour les sciences, pour les libertés. Et je pense que ces pays ne peuvent pas rester ad vitam aeternam à l'écart de cette conversation. Donc moi, je souhaite évidemment qu'ils reviennent, mais c'est leur choix souverain que je respecte. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, l'UNESCO doit être un laboratoire d'idées. Est-ce qu'il est possible, justement, que l'organisation redevienne ce grand lieu de réflexion sur le monde, sur les rapports humains ? Moi, je pense, par exemple, à ce texte que de multiples personnes ont lu, de Claude Lévi-Strauss, justement, Race et Histoire, publié par l'UNESCO dans les années 50, qui a eu une influence primordiale contre le racisme et les thèses de Gobineau, par exemple. Est-ce qu'il faut inviter ces grands penseurs, ces grands intellectuels, et qu'ils proposent leur vision du monde? Je crois que c'est fondamental. C'est fondamental parce qu'il n'y a que l'UNESCO qui peut le faire avec cette légitimité universelle, c'est-à-dire entendre les voix du monde. Parce qu'on entend les voix des intellectuels, mais qui viennent toujours un peu des mêmes régions.
et entendre toutes les voix du monde dans ce forum universel sur des questions qui intéressent l'humanité. Alors ce ne sont plus forcément les mêmes questions qu'il y a 30 ans, mais il y a des questions d'aujourd'hui qui se posent. Je pense à l'éthique de l'intelligence artificielle. Il y a des prises de position à droite, à gauche. Il n'y a pas une instance universelle qui en débat et qui se donne peut-être une charte, peut-être des lignes de conduite. Et je pense que c'est un rôle qui doit être repris par l'UNESCO, qui doit être renforcé. Et moi, je compte bien m'y attacher. Justement, durant votre campagne pour votre élection, vous aviez repris les mots de Léon Blum, refaire de l'UNESCO la conscience des Nations Unies. Est-ce que c'est possible ? Je pense que c'est une volonté. C'est à nous de le proposer. Et cela dépendra de la volonté des États membres. Je pense qu'on a besoin de cette voix, on a besoin de ce rôle dans le système des Nations Unies. Les Nations Unies, la mondialisation, ça ne peut pas être qu'une mondialisation technique, financière, économique. Il y a un besoin de sens, un besoin de règles en commun qui soient fondées sur des valeurs humanistes. Et si on perd de vue cet enjeu-là, eh bien, on aura aussi un rejet de la mondialisation. Donc je crois qu'il faut avoir ces dimensions dans les forums que sont les forums des institutions internationales, et l'UNESCO, c'est sa mission aussi. Alors, pour calmer les tensions, les divisions au sein de l'UNESCO, certains préconisent de dépolitiser l'organisation. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Quand on vous entend parler justement de ces valeurs humanistes, progressistes, vous êtes vous-même une femme de gauche, vous avez été ministre de la Culture dans un gouvernement socialiste. Est-ce que pour vous c'est possible? L'UNESCO, elle a une couleur politique, malgré tout. C'est-à-dire que l'UNESCO, c'est une organisation, mais c'est aussi la voix de chaque État membre. Les États sont des entités politiques. Donc il y a toujours des questions politiques, au sens le plus noble, qui vont se poser à l'UNESCO, et ça c'est très bien. Ce qui n'est pas bien, c'est quand des questions qui ne sont pas résolues ailleurs, alors qu'elles devraient l'être, au Conseil de sécurité ou de façon bilatérale, sont amenées à l'UNESCO alors qu'on sait qu'elles n'y trouveront pas d'issue. C'est plus une instrumentalisation parfois de l'UNESCO, et ça je crois que c'est une responsabilité partagée de la Direction générale, des États membres, que d'y remédier si on veut protéger cette institution. Et c'est ce que vous avez déclaré, hein, justement, l'UNESCO n'a jamais été aussi nécessaire. Il nous revient de prendre les bonnes décisions collectivement pour la porter dans le XXIe siècle. Quelles sont ces bonnes décisions? Sur ce sujet, par exemple, ce sujet de la politisation outrancière, c'est de dire concentrons-nous sur notre mandat, concentrons-nous sur le dialogue et la coopération et ne nous égarons pas dans des sujets qui vont ensuite abîmer l'image de l'UNESCO et sa capacité à agir. Ça, c'est la première chose pour rétablir la crédibilité de l'UNESCO. Après, c'est travailler sur nos sujets qui sont les sujets où il y a urgence, l'urgence éducative, la protection de la diversité culturelle, le rôle des sciences dans l'apport au développement durable. Ce sont des sujets qui vont changer l'avenir des générations qui nous suivent, si ce n'est les nôtres. Donc nous avons cette responsabilité-là, et c'est celle-là pour laquelle, encore une fois, il n'y aura pas de miracle qui viendra seulement d'un directeur général ou seulement d'un groupe d'États membres. C'est une responsabilité collective. Merci Audrey Azoulay d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Merci également aux équipes de la RTS et au personnel et élèves de l'école Moussaka qui nous ont accueillis ici à Pékin. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.